Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers ce cours pour démarrer avec la chimie thérapeutique, chimie pharmaceutique ou encore chimie médicinale. J'espère que vous allez bien. Il est vrai que la situation ne s'y prête pas. Mais cependant, nous devons continuer à vivre, à fonctionner. Donc, je vous souhaite un bon combat, du courage. Et je vous souhaite également une bonne année académique. Donc, c'est notre premier cours sur la chimie thérapeutique. Donc, je vais vous présenter les différents chapitres qu'on se propose de voir au cours de cette année académique. Alors, les chapitres ne sont pas en ordre. Nous allons commencer avec une introduction à la chimie thérapeutique. Après, nous verrons la pharmacocinétique et la pharmacocinétique. Ensuite, les relations structure-activité, qualitatives et quantitatives. Et après, nous allons étudier les différentes classes pharmacologiques. Comme vous voyez ici, nous démarrons avec les antibiotiques et nous verrons les antibiotiques qui agissent sur la membrane plasmique, les antibiotiques qui agissent sur la synthèse des protéines, les antibiotiques qui agissent sur le métabolisme, etc. Et puis d'autres classes de médicaments antifongiques, antiparasitaires, antituberculeux, ARV. Donc, beaucoup de chapitres à voir. Donc, j'espère vraiment que nous aurons le temps de développer tous ces chapitres. Alors, le cours s'étend sur toute l'année de session à raison de 3 heures de cours par semaine, donc par rapport au nombre de chapitres. Donc, et je crois que c'est 3 heures de cours qui nous permettra vraiment de boucler le programme et vous aurez des devoirs à faire et à rédiger. Et puis, examen écrit, donc intra et examen final. Bon, ça dépend de la situation. Donc, c'est à titre indicatif, mais en fonction de l'évolution de la situation et socio-sécuritaire du pays, donc, il peut y avoir des modifications dans ce planning. Alors, nous démarrons avec le cours, mais j'en profite pour vous présenter ce médicament. C'est un sirop à base de fer et à base de vitamine B12, vitamine B9, zinc, qui s'appelle Vecofer. C'est un puissant anti-anémique, un anti-anémique complet. Donc, c'est un produit dont je suis en charge de la promotion. Et en tant que futur pharmacien, professionnel de santé, donc j'en profite pour promouvoir ce produit auprès de vous. Donc, si vous avez besoin d'un anti-anémique, n'hésitez pas à me contacter, et que ce soit pour vous ou bien pour vos proches. Et lorsque vous aurez à intégrer des institutions comme des employés, donc n'oubliez pas, et si vous êtes en charge des commandes, donc n'oubliez pas d'introduire, d'inclure ce médicament dans vos commandes. Voilà, donc nous allons entrer de plein pied dans le cours. Donc, comme je l'avais dit tantôt, donc la chimie thérapeutique, qui s'appelle aussi chimie pharmaceutique, chimie médicinale, c'est une science qui s'articule autour des médicaments et quelle que soit leur origine. Donc, les médicaments
et constitue donc l'objet d'étude de de la chimie thérapeutique et chimie thérapeutique. Donc, vous comprenez que vous allez avoir à étudier les structures chimiques, à parler de la chimie. Alors, nous allons démarrer avec la définition. Donc, nous allons voir la définition. Malheureusement, je n'avais pas, cette présentation n'a pas de plan, c'est bien malheureux. La présentation n'a pas de plan. J'ai oublié d'ajouter le plan. Et donc, nous allons voir la définition, une ancienne définition, définition actuelle. Ensuite, on va parler et des objectifs de ce cours, la chimie pharmaceutique ou chimie thérapeutique. Donc, au fur et à mesure, donc, vous verrez les différents points qui seront développés dans ce cours. Alors, définition ancienne, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'avais dit, donc la chimie thérapeutique, chimie pharmaceutique, s'articule autour, s'organise autour du médicament. Maintenant, les médicaments sont aussi vieux que le monde. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez les médicaments d'origine naturelle, et les médicaments extraits des végétaux. Donc, les médicaments sont aussi vieux que le monde. Donc, la présence, l'existence même des médicaments, donc, est liée à l'existence de la chimie pharmaceutique. Donc, c'est pour vous dire que donc, la chimie pharmaceutique, c'est une science qui est aussi vieille que le monde, parce que donc le monde tel qu'il est avec tous les êtres vivants, qu'il s'agisse d'êtres d'origine végétale ou animale, donc constitue des sources intarissables de médicaments. Et dès qu'on parle de médicaments, donc on ne saurait pas parler de chimie pharmaceutique, de pharmacologie, de pharmacocinétique. Donc, la chimie pharmaceutique est une science aussi vieille que le monde. Donc, maintenant, pourquoi ne pas parler d'une définition ancienne pour la chimie pharmaceutique? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? La chimie pharmaceutique, dans son acception ancienne, donc se concentrait sur la transformation des substances naturelles en remèdes, donc sans réelle compréhension scientifique de leur mécanisme. Voilà, donc c'est-à-dire que on sait que les végétaux, certains animaux possèdent des propriétés curatives. Donc, on savait les utiliser, on savait les transformer en remèdes, mais cependant, on ne savait pas comment ces médicaments agissent, on ne savait pas la structure des molécules actives. On ne savait même pas qu'est-ce qu'il y a dans quel type de molécules. Voilà, donc on utilisait les remèdes, mais sans réelle compréhension scientifique de leur mécanisme. Donc, elle consistait principalement à extraire. OK, on savait extraire, on savait isoler et préparer des substances chimiques à partir de plantes, de minéraux, d'animaux. Maintenant, la démarche était empirique et cette démarche était fondée sur le principe essai-erreur. Donc, c'est le principe observationnel, c'est une méthode observationnelle. Donc, on observait les effets bénéfiques ou toxiques après administration, mais souvent au risque du patient. Donc, c'est ça et la méthode essai-erreur. Donc, on vous donne. Si ça marche, on réutilise, mais si ça ne marche pas, donc on met de côté. Donc voilà comment on comprenait la chimie thérapeutique donc avant l'avènement des méthodes scientifiques, avant et le développement des techniques et
Ok, techniques permettant vraiment de comprendre les mécanismes d'action des médicaments. Donc maintenant, une définition actuelle. Actuellement, la chimie pharmaceutique est une science appliquée interdisciplinaire. Donc, il y a beaucoup d'autres sciences qui sont interconnectées à la chimie pharmaceutique. Et cette science se situe au carrefour de la chimie. La chimie, donc, vous allez voir que la chimie organique, c'est un prérequis pour comprendre la chimie thérapeutique, tout comme la biochimie. Donc, la chimie organique, c'est une science qui est importante pour la compréhension non seulement de la biochimie, mais surtout de la chimie thérapeutique. Donc, dans la chimie thérapeutique, donc, on va vraiment, et à chaque coup, parler de chimie organique, on va revoir tout ce qu'on a vu en chimie organique. Donc, moi, espérer que nous pas oublier nos sérieux. Mais à partir de ce cours, donc, je vous inviterai à revoir, faire une révision des notions de chimie organique parce que vous en aurez besoin pour la chimie thérapeutique. Donc, la biologie, c'est une science qui se situe au carrefour de non seulement la chimie, mais de la biologie, la pharmacologie, de la médecine et de la microbiologie, etc. Beaucoup de sciences. Et en fait, quels sont les, 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 les aspects que fait cette science? Donc, elle englobe la conception des médicaments, la synthèse, la caractérisation, l'étude des propriétés physico-chimiques, l'étude des propriétés pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, toxicologiques et biologiques des substances destinées à devenir des médicaments. OK? Des médicaments et on pourrait ajouter aussi, donc dans les objectifs, il y a, par exemple, une définition très simple, c'est chimie pharmaceutique, c'est une science qui, je dirais, une science qui étudie la relation structure-activité des médicaments et qui consiste donc à la recherche, au développement de médicaments et à la détermination de leurs propriétés physico-chimiques et à l'étude des relations structure-activité qualitatives et quantitatives. Donc, maintenant, en ce qui concerne les objectifs de la chimie pharmaceutique, donc c'est d'abord concevoir des molécules actives. Donc, c'est une science qui consiste à concevoir des molécules actives. Donc, on pourrait intégrer tout ça dans la définition. C'est une science qui consiste à concevoir des molécules actives efficaces, à comprendre les mécanismes moléculaires ou encore à élucider les mécanismes moléculaires d'interaction avec la cible, d'optimiser l'activité biologique, la sélectivité, la sécurité, la stabilité des molécules, stabilité métabolique, stabilité chimique, d'étudier les relations structure-activité qualitatives et quantitatives, réduire la toxicité, améliorer la biodisponibilité, donc ce sont des paramètres pharmacocinétiques, et puis soutenir le développement relationnel, rationnel des médicaments. Voilà les objectifs et qu'on pourrait bien intégrer dans la définition de la chimie thérapeutique. Alors, quels sont les domaines d'application? Découverte de médicaments, recherche académique ou industrielle, synthèse et production des substances actives, contrôle de qualité des matières premières produits finis, développement de formulations galéniques adaptées,
évaluation de la sécurité, de l'efficacité, et puis réglementation et pharmacovigilance. Donc, la chimie pharmaceutique donc, est appliquée à tous ces domaines et tous ces domaines s'articulent et n'existe que pour le médicament. Donc, leur raison d'être, c'est les médicaments, mais c'est surtout des médicaments efficaces, sûrs, des médicaments de qualité, des médicaments donc qui sont sécuritaires. Alors, comme je vous l'avais dit, et on a vu dans la définition que c'est une science interdisciplinaire qui se situe au carrefour de beaucoup d'autres sciences. Et par conséquent, donc, vous devez avoir une maîtrise de certaines notions d'autres sciences pour pouvoir comprendre la chimie thérapeutique, notamment la chimie organique. Donc, notion fondamentale à maîtriser, donc il y a la chimie organique appliquée aux médicaments, groupe fonctionnel et leur transformation, stéréochimie, isomérie énantiomère, SAR, structure-activité, relation structure-activité, la pharmacocinétique, absorption, distribution, métabolisme et élimination, pharmacodynamie, donc interaction entre le médicament et le récepteur, OK? Et puis interaction ligand-récepteur, donc les différents types de liaisons qui interviennent donc dans l'interaction entre le médicament et le récepteur, donc les liaisons ioniques, liaisons hydrogènes, les forces de Van der Waals, donc qui sont des liaisons faibles. Et voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut maîtriser. Donc, j'espère que vous avez eu un cours de pharmacodynamie, vous avez eu un cours de pharmacocinétique. Donc, on va reprendre la pharmacocinétique, mais c'est sur un autre aspect. OK? On va voir d'autres aspects de la pharmacocinétique. Donc, nous aurons un cours sur la structure, relation structure-activité et au besoin, donc, on fera des rappels, des révisions sur les groupes fonctionnels, la stéréochimie, l'enantiomérie, etc. Alors maintenant, parlons de la chimie pharmaceutique. Il avait commencé à parler de l'histoire. Et comme je vous l'avais dit, donc, la chimie pharmaceutique s'organise, s'articule autour des médicaments. Et les médicaments existent depuis que le monde est appris à l'existence, puisque les médicaments d'origine naturelle sont extraits des végétaux des plantes. OK? Maintenant, la chimie pharmaceutique donc, existe avec donc, la création du monde. OK? Maintenant, on va considérer des périodes bien spécifiques et, des périodes bien spécifiques. Par exemple, là, on considère Antiquité et médecine traditionnelle, environ 3000 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. Donc, et principales caractéristiques, donc les soins étaient basés sur l'expérience empirique et la tradition orale. Donc, l'utilisation d'extraits végétaux, animaux et minéraux, aucune notion de principe actif ni de structure chimique. Vous comprenez bien? À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de techniques permettant d'identifier les principes actifs et d'élucider la structure chimique des molécules. Donc, on n'utilisait que des extraits. Et à l'époque, c'était surtout comment on savait que tel plante, tel extrait d'animaux avait une propriété. Donc, c'était basé sur le principe et essai erreur. Donc, au risque donc, des patients.
Alors, on vous donne des exemples, papyrus et bears, donc Égypte, etc. Plus de 7 000 et remèdes recensés, Grèce antique, Hippocrate pose les bases d'une médecine observationnelle. Et puis, Dioscoride, premier siècle, auteur du Démateria Medica, donc, et document qui référence pendant 1500 ans, ok, 1500 ans, donc un document qui représentait une référence en matière de médicaments pendant toute la période de l'Antiquité. Période arabo-islamique et Moyen Âge, donc apport majeur. Donc là, il y aura et commence une amélioration, ok? Donc, les choses commencent à s'améliorer et avec l'augmentation des connaissances, donc on commence à mieux comprendre les choses, à avoir de nouvelles techniques, à améliorer les techniques physiques, chimiques. Donc, il y a raffinement des techniques de distillation, sublimation, extraction, développement des premières formes galéniques. OK? Donc, organes, sirop, pilule. Et puis, figure marquante, donc, Avicenne, auteur du canon de la médecine, etc. Maintenant, troisième période qu'on considère dans l'histoire de la femme, de la chimie pharmaceutique, c'est la Renaissance et la naissance de la chimie. Et 1500, 1700, donc changement majeur, mutation majeure. Donc, il y a apparition des premiers concepts chimiques appliqués à la médecine, rejet progressif des croyances mystiques au profit de la pensée rationnelle. Et puis, vous avez personnalité clé qui marque période ça, c'est Paracels, père de la médecine chimique. Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait la différence. Donc ça, c'est une phrase très connue du monde des pharmaciens. Ok, tout le monde sait que c'est la dose qui fait la différence entre un poison et un médicament. Donc, il introduit l'idée que les substances minérales ou chimiques peuvent être bénéfiques si bien dosées. Donc, si ces substances sont bien dosées, donc elles peuvent être bénéfiques. Et ensuite, en quatrième lieu, on a l'ère de la chimie expérimentale avec Lavoisier. Donc, Lavoisier qui fonde la chimie moderne, loi de la conservation de la masse et nomenclature. Et puis développement de la chimie organique, probablement synthèse de l'urée à cette époque, à cette période, reconnaissance des liaisons, structures, etc. Et puis, en cinquième position, vous avez naissance de la chimie pharmaceutique moderne. Donc, on a bien précisé moderne. C'est-à-dire que la chimie pharmaceutique a toujours été existée. OK? Mais à un moment donné, avec le développement des sciences, avec l'augmentation des connaissances, l'amélioration des techniques, donc la chimie pharmaceutique s'est modernisée et cette modernisation ne s'est pas arrêtée, donc ça continue au point qu'aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle donc, intègre donc la chimie pharmaceutique, intègre pratiquement toutes les sciences de la médecine. Donc, c'est pour vous dire que la modernisation, ça se fait chaque année. OK? Donc, la modernisation ne s'est pas arrêtée. Il est vrai qu'au début, donc, on avait aucune connaissance scientifique des médicaments, mais avec le temps, donc, les connaissances augmentent et s'améliorent et ça permet l'amélioration des techniques et ça permet donc l'avènement de nouvelles formes de médicaments, etc.
Alors, alors, on parle ici de révolution. Révolution dans le sens que avant, on utilisait des extraits, on ne savait pas et le thème principe actif était méconnu. Et maintenant, avec la naissance de la chimie pharmaceutique, 1800-1900, donc on arrivait à l'époque à isoler des principes actifs naturels. Donc, pour la première fois, les substances responsables des effets thérapeutiques sont identifiées, extraites et purifiées. Donc, c'était un pas de géant dans l'évolution, dans le développement, dans la modernisation de la chimie pharmaceutique. Maintenant, on vous donne ici quelques exemples de molécules qui, pendant cette période, ont été identifiées, extraites et purifiées. Donc, vous avez la morphine, extraite de l'opium. Vous avez la quinine, ok, quinquina, caféine qui est extrait du café ou du thé, et puis atropine, bah, la belladone. Donc voilà, on vous donne des exemples de molécules qui à l'époque ont été identifiées, extraites et purifiées. Maintenant, l'âge d'or de la synthèse organique, l'âge d'or de la synthèse organique, donc fin 19e siècle, début 20e siècle, progrès majeur dans la synthèse des molécules actives, synthèse de molécules actives identifiées ou analogues au naturel, développement des premiers médicaments synthétiques, voilà. Exemple, aspirine, acide acétylsalicylique, synthétisé par Félix Hoffmann chez Bayer en 1897. Vous imaginez, jusqu'à présent, on utilise ce médicament, acide acétylsalicylique, aspirine. Et donc, le médicament a été synthétisé à partir de l'acide salicylique, donc jusqu'à présent. Donc, et à peu près 2 siècles, 1897, et à peu près 2 siècles, pas à peu près, plus de 2 siècles après, donc on utilise encore aspirine, et 2 siècles ou un siècle. Et 1897, disons 1900, oui, un siècle, plus d'un siècle après, donc on utilise l'aspirine. Et puis, il y a d'autres molécules, par exemple, phénylbutazone, barbiturique, anesthésique, etc. Donc, cette molécule que vous avez là, la structure de cette molécule, c'est pour aspirine, ok, acide acétylsalicylique. Et puis, vous avez l'ère des antibiotiques et de la recherche ciblée, donc découverte des antibiotiques et la pénicilline par Alexandre de Fleming, purification et production industrielle dans les années 1940. Ok? Donc, non seulement on a découvert la pénicilline, mais on a purifié et procédé à la production industrielle dans les années 40. Et à l'époque, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous imaginez quel effet ça avait eu à l'époque pour ce que et on devait normalement recenser beaucoup de dégâts, de blessés, de morts. Donc maintenant, à l'avènement de la pénicilline au cours de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a vraiment aidé à soigner les blessés, etc. Suivi par la streptomycine, les tétracyclines, etc. Et puis, ensuite, il y a ce qu'on appelle et, introduction du concept de structure-activité. Donc là, on est vraiment avancé dans la modernisation parce que non seulement on a découvert les principes actifs, mais on arrive à dire, mais dans la molécule, quels sont les groupements qui sont responsables de l'activité thérapeutique. Vous comprenez? Donc, non seulement on arrive à identifier, à isoler, à purifier,
Mais on connaît aussi la structure de la molécule active, mais non seulement on connaît la structure, mais on peut dire aussi, mais dans cette structure, voici les groupements fonctionnels qui sont responsables de l'activité. Et si on enlève ces groupements, si on modifie ces groupements, donc il peut y avoir une perte d'activité ou encore une diminution de l'activité, ou tout simplement le médicament peut se transformer en un poison. Voilà, donc, et où est-ce qu'on est arrivé avec le développement de de la chimie pharmaceutique. Et puis maintenant, on arrive maintenant à créer des médicaments sur mesure pour cibler des enzymes. C'est-à-dire que avec l'augmentation de la connaissance, l'amélioration des techniques, et voilà, donc maintenant on peut et, créer des médicaments, ok? Et comme je dirais, on peut créer des médicaments avec une certaine spécificité. Donc, on peut créer des médicaments, on peut, par exemple, étudier la structure d'un récepteur, d'un enzyme, et puis, donc, à partir de la structure tridimensionnelle de l'enzyme, eh bien, on crée un médicament qui peut agir, établir des relations avec ce récepteur, avec ce médicament. Et puis, dernière étape dans le développement, l'histoire de la chimie et pharmaceutique. Donc, c'est l'ère du design moléculaire et de la modélisation. Ouais, donc là, on est dans l'informatique. On est dans l'informatique, développement de la chémo-informatique, donc l'informatique appliquée à la chimie, ok, et des modèles hein, qui savent ces relations quantitatives, structure, activité. Donc, l'utilisation des structures 3D, ok, des récepteurs 3D, c'est tridimensionnel. Alors, les récepteurs ici, c'est des protéines. Et les protéines, comme vous le savez, sont capables de quatre niveaux d'organisation, niveau primaire, secondaire, tertiaire. Donc, le niveau tertiaire fait référence aux structures 3D des récepteurs. Donc, on peut en fait concevoir, OK, des structures 3D des récepteurs pour simuler l'interaction ligand-cible. OK, simuler, donc voir, et on fait la conception et puis fait interaction entre ligand et cible. Donc, le ligand, c'est le médicament, la cible, c'est le récepteur ou encore l'enzyme, et voir ce que ça va donner. En fait, eh bien, à partir de cette technique, à partir de ces innovations, on a pu mettre et on a pu créer des médicaments. Par exemple, on vous dit là, premier médicament issu du design assisté par ordinateur. Vous avez captopril, voici la molécule de captopril ici. Et puis, vous avez des antiviraux ciblant la protéase du VIH de 1990. Et puis, depuis 2000, c'est vers la médecine personnalisée, donc biotechnologie et biopharmaceutique, médicaments issus du vivant, par exemple insuline recombinante, anticorps monoclonaux, thérapie ciblée en oncologie. Vous avez la génomique, protéomique, l'intelligence artificielle, donc génomique, protéomique et transcriptomique, donc c'est des domaines de la biologie qui cherchent à comprendre donc le fonctionnement des cellules, des organes des êtres vivants à partir du génome, à partir des protéines, à partir des ARN messagers. Donc, c'est des domaines de la biologie moléculaire et, et, et sans oublier l'intégration actuellement de l'intelligence artificielle dans la compréhension
du fonctionnement et des molécules, des êtres vivants, etc. Donc là, on parle de médecine de précision, adaptation du traitement au profil génétique du patient, et cela, c'est vraiment dès le sein maternel, dès la conception. C'est à partir, donc c'est tellement avancé que à partir du zygote, à partir de l'embryon, à partir du fœtus, donc on peut commencer avec la génomique, la protéomique et la transcriptomique, donc identifier des problèmes donc, génétiques et éventuellement résoudre ces problèmes avant que l'enfant ne soit né. OK? Donc, criblage virtuel, intelligence artificielle, modèle prédictif. OK? Donc, maintenant, exemple récent, nouvelle génération d'anticancéreux ciblés et ARN message thérapeutique. Par exemple, ça c'est très récent avec la COVID-19. On a beaucoup parlé de vaccins ARN messager. Vaccin ARN messager 2020-2021. Donc, ouais, donc, la chimiothérapeutique donc, ne s'est pas, et l'amélioration ne s'est pas arrêtée, au contraire. Donc, avec l'intelligence artificielle, donc, l'amélioration, la modernisation va faire un grand pas de géant. OK? Donc, vous comprenez que c'est une histoire qui est progressive, une histoire qui est progressive. Donc, on part pratiquement de rien sur le plan scientifique et on est aujourd'hui à un niveau vraiment élevé, avec un niveau élevé surtout dans la compréhension moléculaire, donc de la chimie. Et parlons maintenant des origines des principes actifs. Alors, le principe actif, c'est quoi? C'est la molécule qui est responsable de l'effet pharmacologique. On parle de molécules actives, on parle de molécules bioactives. Donc, c'est cette molécule qui est responsable de l'effet pharmacologique ou encore de l'effet thérapeutique du médicament. Donc, les principes actifs peuvent être naturels, synthétiques, semi-synthétiques ou des médicaments qui sont issus, des molécules qui sont issues de la biotechnologie. Le tableau ici nous donne non seulement les origines, la description, mais aussi quelques exemples. Donc, médicaments d'origine naturelle, vous avez molécules extraites directement de sources naturelles, plantes, animaux, minéraux, micro-organismes. Donc, vous avez la morphine, quinine, digoxine. Là, on peut mettre des antibiotiques, ok, des antibiotiques et semi-synthétiques, dérivés chimiques modifiés à partir de produits naturels, amoxicilline, hydrocortisone. On pourrait mettre aussi, bon, pas mal de molécules. Donc, on a mis deux exemples, hydrocortisone acétate. Synthétique, des molécules qui sont entièrement synthétisées, créées au laboratoire, paracétamol, aspirine, bêta-bloquant. Et puis, vous avez des médicaments d'origine biotechnologique produits issus de l'ingénierie génétique ou cellulaire, donc insuline recombinante, érythropoïétine, vaccin, ARN, messager. OK, donc nous allons développer chaque origine. Donc là, on va parler d'origine naturelle. Donc ici, on considère les plantes riches en principes actifs variés, alcaloïdes, flavonoïdes, etc. Donc chaque plante, quelle que soit l'espèce ou encore la famille à laquelle appartient cette plante, c'est une source intarissable de médicaments. Donc, les plantes à elles seules donc, contiennent tellement de molécules actives qu'il nous est impossible de les compter, de les dénombrer. Voilà, il y a tellement de molécules dans les plantes. Donc, donc les plantes sont riches en principes actifs et quelle que soit la plante, là, mettons zèbre, mettons quel que soit saleté, quel que soit gros les gabarils, donc
Ils représentaient des sources intarissables de médicaments. Et par exemple, il y a la morphine, comme vous le savez, qui est extrait du pavot, Papaver somniferum, quinine et quinquina, qui c'est antipaludique et antimalarique, antalgique pour morphine, et de palier 1, donc c'est analgésique de palier 3, c'est pas de palier 1, palier 3, digoxine, digital pour pré, insuffisance cardiaque, et puis vous avez atropine, belladone, spasmolytique. Donc ça, c'est pour les plantes. Maintenant, c'est toujours origine naturelle, micro-organismes, antibiotiques antifongiques, production de substances antibactériennes et anticancéreuses. Donc, on a pénicilline, c'est antibiotique, streptomycine. Alors, pénicilline provient de Penicillium notatum, streptomycine, Streptomyces griseus, et puis érythromycine, Streptomyces erythraeus. Donc, c'est des médicaments d'origine naturelle, origine animale, hormones, enzymes, toxines, insuline, héparine, antivénin. Donc, pancréas de porc de bœuf pour diabète, héparine, intestin de porc anticoagulant, et puis antivénin, c'est chevaux immunisés, donc traitement des morsures de serpent. D'origine animale, on est toujours dans les médicaments naturels. D'origine minérale, donc les carbonate de lithium, extrait des roches, troubles bipolaires, iode, algues marines, hypothyroïdie et puis fer, sulfate de fer, donc minéraux, c'est anti-anémique. OK, donc maintenant nous passons à l'origine semi-synthétique. Il s'agit de produits naturels modifiés chimiquement pour améliorer leur efficacité. C'est des produits naturels qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt thérapeutique, mais on les utilise comme des précurseurs, donc on fait des modifications dans ces molécules pour pouvoir améliorer le paramètre pharmacocinétique et le paramètre pharmacodynamique. Donc, améliorer leur efficacité, réduire les effets secondaires, augmenter la biodisponibilité ou la stabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la pénicilline G. OK, à partir de la pénicilline G, on synthétise, on fait des améliorations dans la pénicilline G et on aboutit à amoxicilline. Donc, on augmente le spectre. Donc, la pénicilline G, c'est un antibiotique naturel avec un spectre I3. Maintenant, on n'a pas seulement un spectre I3, donc c'est aussi la pénicilline G, c'est un médicament qui n'est pas stable chimiquement, métaboliquement, ou chimiquement, elle n'est pas stable. Et aussi, c'est un médicament qui a un spectre étroit. Donc maintenant, on a fait des modifications de la structure de la pénicilline G. Donc, on a abouti à amoxicilline qui non seulement a un spectre étroit, mais aussi qui présente une stabilité chimique vis-à-vis de par rapport à, qui est plus stable chimiquement par rapport à pénicilline G. Il y a cortisol, et à partir du cortisol, on obtient le prednisolone, donc effet anti-inflammatoire plus fort. Et puis, à partir de la morphine, donc on obtient la codéine qui présente moins d'effets secondaires. Donc, ce sont des produits semi-synthétiques, amoxicilline, prednisolone, codéine, donc qui sont synthétisés à partir de produits naturels, pénicilline G, cortisol et puis morphine. Maintenant, origine synthétique, donc ces molécules sont intégralement fabriquées au laboratoire, souvent par chimie organique. Donc, quels sont les avantages de la synthèse synthétique? Production en masse et contrôle de qualité facilité, amélioration pharmacocinétique et puis moins dépendant des ressources naturelles. OK? Et puis, on vous donne des exemples, par exemple, paracétamol,
et ibuprofène, AINS, paracétamol, c'est antalgique antipyrétique, et puis oméprazole, inhibiteur des pompes à protons, donc médicament utilisé dans les ulcères, le reflux gastro-œsophagien. Et puis pour terminer, donc l'origine bio, excusez-moi, l'origine biotechnologique, donc obtenue grâce à l'ADN recombinant, la culture cellulaire ou les technologies de l'ARN. Donc, technique utilisée, transfert de gènes dans des bactéries ou cellules animales ou humaines. Alors, quand on dit transfert de gènes, c'est pas juste transférer, mais c'est transférer dans l'ADN. Vous avez un gène et ce gène est responsable de la synthèse d'une protéine et cette protéine est une molécule bioactive. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prélève ce gène et d'un organisme et on l'intègre dans le matériel génétique d'une bactérie, d'une cellule animale ou humaine. Et cette cellule, cette cellule va, en fait, à partir de, de l'expression génétique de ces cellules, donc, elle va synthétiser et la protéine correspondant au gène intégré dans son matériel génétique. Donc, culture de cellules productrices, purification des protéines thérapeutiques. OK? Donc, non seulement on intègre le gène donné dans les bactéries, donc il faut aussi cultiver ces bactéries et ensuite isoler les protéines et les purifier pour pouvoir être utilisées comme des médicaments. Donc, vous avez insuline humaine recombinante. Alors, insuline, c'est en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une protéine? Je veux dire, un polypeptide de 50, je me rappelle pas, 51 acides aminés. Je ne me rappelle pas le nombre d'acides aminés qui est utilisé dans le traitement du diabète. Il y a érythropoïétine, ok, anémie, vaccin ARN, donc COVID-19, synthèse in vitro d'ARN messager, et puis anticorps monoclonaux, rituximab, donc cancer, maladie auto-immune. Donc, tous ces produits sont d'origine biotechnologique. Ok, donc c'est en fait des médicaments qui sont hautement technologiques, des médicaments qui sont utilisés par des méthodes de dernier cri, ok? Vraiment des méthodes avancées de la biologie moléculaire, génie génétique, voilà, et pour l'origine des médicaments. Maintenant, nous allons parler des étapes du développement des médicaments. Nous allons voir l'approche historique, ok? Maintenant, du remède empirique aux médicaments rationnels. Pendant des siècles, le développement des médicaments s'est appuyé sur l'expérience et l'observation. Donc, la méthode reposait sur le principe d'essai et erreur. Donc, nous en avions parlé au début du cours. On utilisait un extrait, plante animale minérale. Si les effets étaient positifs, on le réutilisait et si négatif, on abandonnait. Mais au risque du patient. Donc, cette méthode empirique, bien que hasardeuse, a permis de découvrir des molécules actives sans connaître ni leur structure, ni leur mécanisme. Maintenant, l'approche moderne, c'est le développement rationnel et structuré. À partir du XXe siècle, la chimie pharmaceutique a intégré une démarche scientifique rigoureuse. Le développement suit désormais plusieurs étapes successives articulées autour d'une molécule appelée tête de série ou lead compound. Tête de série ou lead
compound. Maintenant, voyons les différentes étapes. Il y a d'abord l'identification de la cible biologique. Donc, cette cible biologique peut être une protéine. Et en parlant de protéines, ça peut être une enzyme, un récepteur, canal ionique, et ça peut être un acide nucléique, ADN ou ARN, ça peut être un lipide, ça peut être des glucides, OK? Maintenant, on utilise des méthodes, des outils modernes comme génomique, transcriptomique, protéomique pour comprendre en fait la physiopathologie. Parce que si on doit utiliser un enzyme, un récepteur canal ionique, mais c'est qu'il y a un dysfonctionnement et au niveau de la physiologie, il y a un dysfonctionnement physiologique lié à une enzyme, à un récepteur. Donc maintenant, pour pouvoir comprendre ce dysfonctionnement, donc il faut aller au niveau moléculaire. Et pour aller au niveau moléculaire, donc là, il faut faire appel à la génomique, transcriptomique, protéomique, qui sont des domaines de la biologie qui permettent de comprendre le fonctionnement des cellules, des organes de l'organisme à l'échelle du génome, à l'échelle de l'ARN messager et à l'échelle des protéines. Et vous comprenez bien la relation qui existe entre génomique, transcriptomique et protéomique. Donc, c'est le dogme de la biologie moléculaire, ADN, ARN, protéines, ARN messager protéines. Donc, ADN, génomique, les gènes. Donc, les gènes contiennent l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine. Et cette synthèse ne peut pas se faire de façon directe et le gène ne peut pas être converti directement en protéine. Donc, ce gène doit être d'abord converti en ARN messager. Donc, ça, c'est la transcription et ça se fait au niveau du noyau. Donc, l'ARN messager doit être transporté jusqu'au niveau du cytoplasme, donc, ou grâce à une logistique et ou grâce à une logistique, cet ARN va être converti en protéines. Donc, maintenant, il peut y avoir des problèmes à ce niveau qui sont à la base de beaucoup de maladies, de dysfonctionnements. Donc, ces outils génomiques, transcriptomiques permettent de comprendre donc l'origine des maladies et à ce moment, donc, permettent d'identifier mais les cibles thérapeutiques, des cibles biologiques qui pourraient être constituées des cibles thérapeutiques. Donc, l'objectif, c'est comprendre les mécanismes pathologiques pour identifier un point d'action thérapeutique. Exemple, la transcriptase inverse dans le VIH. Alors, transcriptase inverse, alors la transcription, c'est quoi? La transcription, c'est la copie de l'ADN en ARN. Donc, pour faire cette copie, il faut une transcriptase. Maintenant, puisque le VIH, c'est un virus à ARN, donc maintenant, pour pouvoir intégrer l'ADN des cellules humaines, donc cet ARN doit être converti en ADN. Donc, c'est pourquoi on parle de transcriptase inverse. Donc, la copie de l'ADN en ARN donc, se fait grâce à une enzyme qu'on appelle transcriptase. OK? Transcriptase, par exemple, l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est une transcriptase. Mais par contre, si on veut convertir l'ARN en ADN, donc il faut utiliser une transcriptase inverse. Donc, la transcriptase inverse dans le VIH, c'est une cible thérapeutique. Donc maintenant, si vous avez un médicament comme l'AZT, azidovidine, qui effet médicament ça bien sous cible thérapeutique ça, mais la ZT pour lier à transcriptase inverse, bloquer transcriptase inverse, empêcher les convertir ARN du virus en ADN. OK? Donc, la transcriptase inverse, c'est une enzyme du virus. Donc, l'enzyme, ça constitue une cible biologique ou encore une cible thérapeutique pour la ZT, qui c'est lui-même, c'est un médicament. Donc, deuxième étape, c'est le criblage de molécules candidates, screening. Alors, historiquement, on testait des extraits
divers, sans logique structurée, c'est basé sur le principe essai-erreur. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le criblage à haut débit. Donc, on utilise plusieurs techniques. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. On utilise la modélisation tridimensionnelle et on utilise aussi l'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment à jour donc, dans le criblage de molécules candidates. Alors, c'est quoi le criblage de molécules? Donc, le criblage de molécules candidates ou encore screening est une étape essentielle du développement de médicaments qui consiste à identifier parmi des milliers, voire des millions de composés, ceux qui interagissent avec une cible biologique spécifique et présentent une activité thérapeutique potentielle. Comprenez bien, vous avez par exemple une banque de molécules, une banque de molécules potentiellement actives, une banque de molécules potentiellement actives. Maintenant, cette banque de molécules, côté pour des millions de molécules qui sont conservées quelque part, ok, conservées quelque part. Maintenant, parmi ces millions, vous voulez identifier ben, lesquels interagissent avec une cible biologique. Par exemple, on avait parlé de transcriptase inverse et comme une cible thérapeutique dans le VIH. Donc, on a pu mettre en évidence que la transcriptase inverse joue un rôle clé dans la conversion de l'ARN du messager en ADN. Or, cette étape est cruciale pour que le virus intègre la machinerie, il intègre l'ADN de la cellule humaine et à partir de cette intégration, permettre à la cellule humaine de multiplier et son génome. Mais puisque la transcriptase inverse est une molécule clé dans ce processus, on se dit si on arrive à bloquer la transcriptase inverse, on peut empêcher au virus d'intégrer la cellule. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend la transcriptase inverse et on met cette transcriptase inverse face à des millions de molécules et voir parmi ces millions de molécules lesquelles peuvent bloquer la transcriptase inverse. Donc, c'est ce qu'on appelle screening. OK? C'est ce qu'on appelle screening. Donc, chaque fois que vous avez une cible, vous allez cribler. OK? Vous allez cribler ce cible. Vous allez mettre sur cette cible et face à beaucoup de molécules et puis étudier le comportement de la cible. OK? Et face à chaque molécule. Donc, chaque fois qu'il y a une molécule qui lie ensemble avec elle, on va regarder le comportement ciblant et puis on va regarder qui effet ça baille. Donc, ça, c'est le screening ou bien criblage au débit. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est identifier parmi des milliers, voire des millions de composés, ceux qui interagissent avec une cible biologique spécifique et présentent une activité thérapeutique potentielle. Donc, quel est l'objectif principal du criblage? C'est trouver une ou plusieurs molécules actives initiales qu'on appelle tête de série. Et à partir de cette tête de série, donc on va éventuellement faire des modifications structurales pour pouvoir améliorer cette molécule tête de série. Donc la molécule tête de série, une fois identifiée, peut ne pas présenter toutes les caractéristiques dont on a besoin. OK? Donc, par conséquent, donc on peut faire des modifications structurales pour améliorer les paramètres pharmacocinétiques, pour améliorer les qualités de cette molécule qu'on appelle tête de série. OK? Alors, laissez-moi vous prendre cet exemple parce que nous bien comprendre. Comme c'est par exemple, moi gagner en substance que moi besoin identifier. Et puis, qui ça me fait m'aller, moi, prends 1 millilitre de substance ça, moi, prends 10 tubes à essai, et puis, moi, mettez 1 millilitre moi, mettez 1 millilitre dans chaque tube à essai. Pour y là,
et alors mettez substance maintenant, bon, m'ta dit un enzyme, mettez enzyme là, et puis qu'on a là, moi, j'ai 10 tubes à essai, et puis qu'on a là, moi, prend 10 molécules différentes, moi, pas laguer dans chaque, pas laguer une molécule dans chaque tube, et puis qu'on a pas regarder réaction et substance, un changement de couleur, un changement de l'aspect, etc. Donc, ça capable de monter, bien, une réaction qui fait. Donc, criblage de molécules candidates. Donc, vous avez la cible thérapeutique et vous allez utiliser des millions de molécules qui pourraient interagir. Chaque molécule dans le compartiment par eux pourra réagir avec ciblant, même ciblant. Donc, maintenant, on va étudier réaction pour connaître qui est vraiment qui potentiellement capable de venir un médicament. Maintenant, une fois que la molécule tête de série est identifiée, donc on procède à l'optimisation du lead compound. Donc maintenant, pour obtenir pour arriver à l'optimisation, donc on va devoir faire des modifications dans la structure, on va devoir synthétiser beaucoup d'analogues structuraux, et puis à chaque analogue, donc maintenant, étudier l'activité de la molécule par rapport à la modification qui fait pour capable de déterminer quels sont les groupes fonctionnels qui sont responsables de l'activité biologique et à partir de ça, on peut améliorer donc, différents paramètres. Donc, les modifications chimiques ciblées on fait des modifications chimiques ciblées pour faire quoi? Pour augmenter l'affinité, pour réduire la toxicité, pour améliorer la solubilité et optimiser la pharmacocinétique. Donc, par rapport à tout ça, donc le lead ou encore la molécule tête de série évolue progressivement vers un candidat médicament. Et puis, étape 4, donc on est maintenant arrivé aux études précliniques, ok, donc qui fait au niveau des laboratoires et in vitro, capable d'utiliser des cellules ou encore des enzymes ou encore des animaux in vivo. Donc, ces études précliniques nous permettent de faire des évaluations sur la toxicité aiguë, chronique ou génotoxicité, métabolisme, cytochrome, et puis ça permet aussi d'évaluer les paramètres pharmacocinétiques, à savoir l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Donc le but, c'est de démontrer que le composé est efficace et sans danger pour passer à l'étude humaine. Donc il faut franchir cette étape qui est réalisée au niveau du laboratoire avant même de passer à l'étude humaine. Donc, objectif des études précliniques, c'est vérifier si le médicament est potentiellement sûr et efficace, évaluer les effets pharmacologiques principaux, actions attendues, identifier les effets secondaires ou effets toxiques potentiels, étudier le comportement du médicament dans l'organisme, déterminer la dose maximale tolérée, la dose sans effet nocif observable, fournir les données nécessaires à la demande d'autorisation d'essais cliniques. Et puis, on est arrivé aux essais cliniques, étape 5. Donc, il y a plusieurs phases. Il y en a 4. Donc, tolérance et pharmacocinétique. Donc, des essais qui vont se réaliser sur 20 à 100 volontaires pendant 6 mois. Phase 2, efficacité dose optimale, 100 à 500 patients 1 à 2 ans. Phase 3, confirmation, sécurité, comparaison, 1000 et plus patients, 3 à 50. Et puis la phase 4, qui s'est suivie post-AMM, la pharmacovigilance. Donc, c'est la population en général, les utilisateurs, les consommateurs. Donc, et, donc cette phase dure autant que le médicament est commercialisé. Donc, tant que le médicament est sur le marché, donc les suivis et la surveillance post et commercialisation, et bien lui-même la suivre route. Et puis, étape 6, qui c'est autorisation de mise sur le marché. Donc là, maintenant, après avoir réalisé toutes ces étapes,
Donc, et qu'on conclut que le médicament est sûr, le médicament est non seulement efficace, mais sûr. Donc maintenant, on procède à la demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc, par conséquent, il faut soumettre un dossier complet aux agences de régulation, par exemple FDA, EMA, ANSM, et puis pour Haïti, CMS, PPD, PMMT, Direction de pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle. C'est cette direction qui s'occupe de l'enregistrement des laboratoires, de la délivrance des AMM aux médicaments. OK? Et ensuite, données attendues de qualité, efficacité, innocuité et stabilité. C'est-à-dire que dans le dossier, donc, il doit y avoir des informations en rapport à la qualité, à l'efficacité, à l'innocuité et à la stabilité. Et pour la stabilité, donc, on demande la stabilité pour 3 lots de médicaments, du même médicament. Et puis, vous avez la surveillance post-commercialisation. Donc, si on est au niveau de la phase 4, donc c'est à ce moment, le médicament est sur le marché et pendant que le médicament est commercialisé, donc on continue à surveiller le médicament. La raison est que lors des essais cliniques, donc on a utilisé un nombre restreint de cobayes. OK? Donc maintenant, il se peut que, donc, au cours de ces essais, certains effets indésirables ou effets secondaires n'apparaissent. Maintenant, voilà pourquoi il est important, même après l'AMM, l'obtention de l'AMM, il faut continuer à avoir un œil sur les effets liés à l'utilisation du médicament sur la population en général. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après la commercialisation, donc on continue à recueillir des informations sur les effets indésirables pour avoir, OK? Donc c'est une surveillance à long terme puisque tant que le médicament est sur le marché, il faut continuer à surveiller, OK? Et là encore, c'est beaucoup plus rigoureux, encore beaucoup plus consistant parce que le médicament peut être commercialisé à travers le monde. Donc, les informations proviennent à travers le monde et plus vous avez des informations, c'est plus il faut du temps, il faut de la logistique, il faut du personnel pour gérer ces informations. On vous donne un exemple, Vioxx, retiré du marché en 2004 après détection des risques cardiovasculaires. Donc, vous avez dans le slide précédent bon, une liste de plusieurs médicaments qui ont été retirés sur le marché pour des problèmes, soit d'efficacité, de toxicité, etc. Donc, la pharmacovigilance est une discipline médicale et pharmaceutique qui a pour but de surveiller, détecter, évaluer, comprendre et prévenir les effets indésirables des médicaments après leur mise sur le marché. Elle est essentielle pour assurer la sécurité du médicament dans la vraie vie, OK? Détecter des effets rares, graves ou retardés non identifiés lors des phases antérieures, c'est-à-dire précliniques et essais précliniques et essais cliniques, mettre à jour la balance bénéfice-risque du médicament. OK, donc on est toujours à cette phase où il faut suivre le médicament. Donc, la phase 4 correspond à la surveillance post-AMM, donc c'est toujours la pharmacovigilance. Elle débute après la commercialisation du médicament et se poursuit tant que le médicament est sur le marché. Elle constitue un complément indispensable aux essais cliniques qui ont une durée limitée et une population restreinte. Caractéristique de la phase 4, donc population vaste, durée limitée, contexte, conditions réelles d'utilisation, données collectées, efficacité à long terme, effet indésirable, responsabilité médecin, pharmacien, patient, autorité. Donc, quelle est la responsabilité de ces professionnels de santé? C'est de notifier les effets indésirables rares,
c'est de notifier tous les problèmes liés à l'utilisation des médicaments et pour notifier les agences de régulation, de réglementation pharmaceutique et là-bas mettre en place des structures à leur niveau pour en fait gérer les notifications et elles utilisent un outil qu'on appelle fil de notification et, et laquelle fiche permet de collecter les informations liées à l'utilisation des médicaments qui serait responsable des effets indésirables rares. Vous avez ici une liste de médicaments qui ont été retirés sur le marché pour des problèmes divers. Sibutral 2010, traitement de l'obésité, risque accru d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est des médicaments qui ont été commercialisés, mais la pharmacovigilance a permis de recueillir des informations sur des effets indésirables et suite à l'analyse de ces informations, donc on a pris la décision, les agences de régulation et ont pris la décision de retirer ces médicaments sur le marché. Et vous avez vu, on a des médicaments qui ont été retirés du marché en 2023. Olanzapine AO antipsychotique, Tramadol Almus, vous connaissez très bien Tramadol Almus. Alors, quand on dit Tramadol Almus, Tramadol Almus, c'est une marque, ok? C'est pas la molécule Tramadol, non, c'est cette marque de médicament Tramadol Almus, donc qui, en fait, posait des problèmes de qualité et d'efficacité. Ok, maintenant, parlons des analogues structuraux. Donc, c'est important parce qu'on va parler des analogues structuraux dans le cours de chimie thérapeutique. Donc, un analogue structural est une molécule proche sur le plan chimique, une molécule active connue, lead compound, ou tête de série, mais dont la structure a été modifiée dans le but d'en améliorer les propriétés pharmacologiques. Donc, on avait pris l'exemple de pénicilline G et amoxicilline. Donc, pénicilline G et amoxicilline sont des analogues structuraux. Parce que on a pris pénicilline G, on a fait des modifications. Alors, ce n'est pas de grandes modifications, c'est de petites modifications. Et ces modifications permettent d'améliorer, par exemple, le spectre de ce médicament. Donc, ces modifications permettent de rendre le médicament plus stable chimiquement. OK? Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est renforcer l'effet thérapeutique, améliorer la sélectivité, réduire les effets secondaires, résister à l'action des enzymes métaboliques, voilà, la stabilité métabolique, et améliorer la solubilité ou la stabilité, ça peut être chimique, adapter la durée d'action du médicament. Voilà. Donc, on peut faire des modifications pour réduire la durée d'action, on peut faire des modifications structurales pour augmenter la durée d'action, on peut faire des modifications pour améliorer le goût, on peut faire des modifications pour améliorer la solubilité ou encore pour diminuer la solubilité. Donc, ça dépend des besoins. Et importance pédagogique et industrielle, donc base de la recherche pharmaceutique moderne, permet la création de médicaments améliorés, donne lieu à des brevets de deuxième génération et permet l'innovation sans repartir de zéro. Ben, vous avez certainement l'habitude d'entendre des médicaments de première génération, deuxième génération. Des fois, c'est une petite modification qui a été faite dans la structure d'une molécule de première génération et qui aboutit à une molécule de deuxième génération, bien entendu, avec une amélioration et sur le plan soit pharmacocinétique ou bien sur le plan pharmacologique. Alors, quelles sont les stratégies utilisées pour
mettre en place des analogues structuraux, la bioisostérie, donc on va parler dans le cours, remplacement de groupement par un autre à propriété similaire. Alors, c'est pas seulement un remplacement de groupement, les isostères, donc il y a deux termes ici, il y a isostères et bioisostères. Donc, les isostères, c'est des groupements qui ont le même nombre d'électrons de valence, alors que je peux remplacer un groupement par un autre, OK, qui ont le même nombre d'électrons de valence. Maintenant, si après le remplacement, l'activité est maintenue, l'activité biologique est maintenue, à ce moment, on parle de bioisostérie ou encore bioisostère. Donc, on aura l'occasion de reparler de cette expression et à ce moment, on verra vraiment quels sont les bioisostères, quels sont les isostères, quels sont les bioisostères. Allongement de la chaîne carbonée par exemple, stéréochimie, sélection de l'enantiomère le plus actif, ouais, donc là on parle de chimie. Donc tout ça là a un rapport avec chimie. Modification de l'environnement électronique. Donc, ouais, toute stratégie de conception, ça, tout a un rapport avec chimie. Pour vous rappeler, on avait parlé de groupement électrodonneur, de groupement électroattracteur. Donc, tout ça, il y a un impact sur l'activité biologique des médicaments. Donc là, vous avez des exemples de médicaments et de leur analogue. Par exemple, morphine, la codéine, c'est un analogue de morphine, un analogue structural de morphine, moins d'euphorie, meilleure tolérance, ouais. Donc, la codéine, avec la codéine, il y a moins d'euphorie et une meilleure tolérance. Oméprazole, esoméprazole, donc esoméprazole, énantiomère le plus actif, meilleure absorption. OK? Donc, ce sont des énantiomères. C'est la même molécule, mais le fait qu'il existe un atome de carbone asymétrique, donc, en même molécule, ça allait exister sur la configuration R et S. Donc, esoméprazole, je crois, c'est la configuration S qui est plus active et qui donne une meilleure absorption. Donc, c'est la même molécule, mais dont les atomes disposent différemment dans l'espace autour du carbone asymétrique, ou je ne sais pas, et ça peut être un autre atome, mais le plus souvent, c'est un atome de carbone. Salbutamol, formoterol, action prolongée avec formoterol, diazépam, lorazépam, donc métabolisme plus simple, plus rapide, OK, et puis pénicilline, diamoxicilline, meilleure stabilité gastrique, là, il s'agit de stabilité chimique. Et puis, pour terminer, donc, on vous donne la structure de morphine et de codéine. Donc, si vous regardez bien, nous voyons que la différence est seulement au niveau du groupement OH. Donc, ici, on a un groupement hydroxyle, mais ce groupement hydroxyle est transformé en groupement méthoxyle. Et cette transformation va diminuer la polarité de la molécule, donc ça qui est capable de permettre une meilleure absorption de codéine et ça va aussi diminuer la force de l'interaction du médicament avec la cible thérapeutique, l'enzyme ou le récepteur, parce que le groupe hydroxyle, c'est un groupement qui participe à l'établissement d'une liaison hydrogène avec le récepteur. Donc, en éliminant le groupe hydroxyle, donc certainement, ça va affaiblir l'interaction et par conséquent, donc, et ça va avoir un impact pharmacologique sur l'activité et molécule ça. En bas, nous avons diazépam avec lorazépam. C'est à quel niveau nous avons différence là. Et nous gagnons un atome d'azote qui est lié à un groupement méthyle. Donc ici, l'azote est lié à un hydrogène, c'est-à-dire l'azote qui est lié avec l'hydrogène est capable de former liaison hydrogène, donc renforcer l'interaction et le cycle benzénique en bas dans diazépam, il y a pas un atome de chlore, alors que de l'autre côté, il y a des atomes de chlore. Maintenant, ce qu'il faut constater, c'est que et structure semblée
Ok, structure semblée. Donc, la codéine, c'est un analogue structural de morphine. Mais l'orazépam, c'est un analogue structural de diazépam. Donc, il y a des structures qui sont semblables, sauf que, donc, il y a un atome, deux atomes qui changent dans la structure. Voilà, donc, merci et d'avoir suivi et regardé la vidéo. Donc, si vous avez des questions, donc, nous sommes capables de poser dans le commentaire qui est en bas de la vidéo sur page YouTube là. Et voilà, donc, m'espère que nous prenons temps nous pour nous bien et garder la vidéo, hein. Et j'attends vos questions. À la prochaine.